La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a démissionné hier et Internet s'est immédiatement enflammé de mensonges selon lesquels elle aurait été contrainte de démissionner pour s'être opposée aux actions du président en Iran. Cette campagne a été menée par Reuters, le porte-voix préféré des services secrets britanniques, dans leur guerre contre le président Trump et son mouvement. Peu après, des membres du Sénat américain ont piqué une crise à propos du projet du président de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des manœuvres juridiques de l'État profond. Selon The Hill, ils ont hurlé pendant 2 heures sur le procureur général par intérim, Todd Blanche, puis ont quitté Washington en laissant une législation clé dans l'impasse. Plus tôt dans la journée, Kevin Warsh avait prêté serment en tant que nouveau président de la Fed, promettant un changement de régime. Tous ces événements sont liés et résultent d'une action fondamentale. Donald Trump s'emploie à démanteler un à un les points de contrôle que l'empire financier britannique moderne a utilisés pour contrôler notre pays. L'appareil de renseignement corrompu, le Sénat américain compromis et la réserve fédérale. Je m'appelle Barbara Boyd et je suis l'évolution de la prise de contrôle hostile des États-Unis par les forces financières de l'empire financier britannique moderne depuis que Richard Nixon a mis fin au système monétaire de Bretton Woods et que la commission trilatérale a amorcé le déclin contrôlé de notre nation. Aujourd'hui, je vais aborder la démission de Tulsi, la révolte au Sénat et la révolution au sein de la Réserve fédérale et du département du Trésor. Quand on met de côté les querelles secondaires, on comprend pourquoi la propagande bat son plein en ce moment. Donald Trump est la cible numéro 1 et il est en train de gagner. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de monde sur YouTube. Passons maintenant à la véritable histoire de Tulsi Gabbard. Hier matin, Tulsi s'est rendue au bureau ovale et a remis en main propre au président Trump sa lettre de démission. Son mari, Abraham Williams, vient d'être diagnostiqué avec une forme extrêmement rare de cancer des os. Voici ce qu'elle a écrit. Il devra faire face à des défis majeurs dans les semaines et les mois à venir. À l'heure actuelle, je dois me retirer de la fonction publique pour être à ses côtés et le soutenir pleinement dans ses combats. Je ne peux en toute conscience lui demander d'affronter ce combat seul, alors que je continue d'occuper ce poste exigeant et chronophage. Sa démission prend effet le 30 juin. Le président Trump l'a félicité publiquement sur Truth Social et a déclaré qu'elle avait fait un travail incroyable. Voilà ce qui s'est passé. Une épouse s'est retirée pour prendre soin d'un mari confronté à sa propre mortalité. En quelques heures, Reuters a publié que la Maison-Blanche avait licencié Gabbard, que son départ était une victoire pour les services de renseignement, et Internet s'est enflammé sur ce thème. Pourquoi ? Parce que l'État profond ici et les services de renseignement britanniques la traquaient depuis plus d'1 an et qu'ils n'avaient pas réussi à la faire plier. Ils ont diffusé de fausses informations. Elle avait été écartée des délibérations sur la guerre en Iran, elle prévoyait de se présenter à la présidence en 2028, elle complotait contre le président. Ils l'ont entourée de faux personnages, comme Joe Kent, pour prétendre que Netanyahou et Israël dirigeaient Trump. Il s'agissait d'une opération visant à empoisonner ses relations avec le président et à diviser la coalition MAGA avant les élections de mi-mandat. Et des éléments rebelles de la CIA et de la commission sénatoriale du renseignement n'ont cessé de s'en prendre à elle. Catherine Herridge, l'une des rares véritables journalistes d'investigation qui restent dans ce pays, écrit que la CIA
avait suivi chaque frappe sur les ordinateurs gouvernementaux du groupe d'initiative de la directrice Gabbard. Cette offensive au sein de la communauté du renseignement visait à dissoudre, démanteler ou réduire l'impact de l'enquête et de ses travaux. Et que faisait réellement l'enquête dans tout cela ? Eh bien, Tulsi a gardé le silence et a continué à produire des résultats concrets, à savoir les déclassifications qui déboucheront sur des poursuites judiciaires. Son travail a prouvé que l'affaire Russiagate était un canular orchestré de concert par Barack Obama et les services secrets britanniques. Des révélations qui sont désormais examinées par un grand jury en Floride. Elle met au jour la conspiration de l'État profond, utilisée pour destituer le président Trump en 2019 et la fraude électorale de 2020. Elle enquête sur le syndrome de la Havane et les attaques par énergie dirigée que les agences subissent depuis 4 ans. Elle a été d'une efficacité redoutable. Et toutes ces enquêtes verront le jour avant qu'elle ne quitte ses fonctions. Ce ne sont pas eux qui l'ont mise hors jeu. C'est une véritable crise familiale qui l'a fait. Mais ils ont montré à tout le monde leur véritable visage pourri en revendiquant la victoire pour la communauté du renseignement, alors que le mari de Tulsi commence un traitement contre le cancer. Voici mon critère pour toute nouvelle nomination au poste de DNI. Sous Biden, la CIA et le MI6 britannique ont été complètement intégrés, fusionnés sur le plan opérationnel, comme l'ont ouvertement discuté les deux services lors de ce forum du Financial Times. Cet arrangement corrompu et mondialiste est-il toujours en vigueur ? Si c'est le cas, la guerre contre cette administration se poursuit, exactement selon les mêmes méthodes que celles utilisées contre Tulsi Gabbard. Maintenant, si je viens de vous aider à y voir plus clair sur la nature de la guerre que nous menons, vous devez vous abonner à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com. Vous y trouverez davantage d'informations à ce sujet. Le lien se trouve dans la description. Et qu'en est-il de ce Sénat pourri ? Eh bien, la semaine dernière, le Sénat Rhino a mis en scène ce que la presse a qualifié de révolte. Le procureur général par intérim Todd Blanche s'est rendu au Capitole pour informer les sénateurs du fonds anti-militarisation de 1776 milliards de dollars créé par le président à la suite du règlement du procès intenté par Trump concernant la fuite de ses déclarations fiscales par l'IRS. Ce fonds est destiné à indemniser les Américains ruinés par la machine du cabinet d'avocats Obama-Biden. Les sénateurs ont hurlé sur Blanche pendant 2 heures avant de quitter la salle, laissant Washington et des projets de loi clés dans l'impasse. Le sénateur Thom Tillis a qualifié cette mascarade de stupide. Le président Trump lui a répondu de manière éloquente sur Truth Social. Maintenant, il peut s'amuser autant qu'il veut pendant quelques mois avec certains de ses amis Rhino, qui mettent des bâtons dans les roues du Parti républicain. Au final, celui-ci n'en sortira que plus grand, plus fort et plus solide que jamais. Les Rhinos ont cherché la bagarre avec un ours en utilisant un petit bâton. Il suffit de voir ce qui vient de se passer. Trump a évincé le Rhino Bill Cassidy du Sénat en présentant un candidat aux primaires contre lui qui a remporté la victoire en Louisiane. Il a refusé de soutenir le Rhino John Cornyn et a apporté son soutien à Ken Paxton, au Texas. Il a dit en face au Rhino Thom Tillis qu'il ne le soutiendrait plus jamais et Tillis a démissionné, plutôt que d'affronter une primaire contre Trump. Et mardi, le candidat soutenu par Trump, Ed Goldrein, a écrasé le député rebelle Thomas Massie dans le Kentucky lors de la primaire la plus coûteuse de l'histoire pour la Chambre des représentants. Le président vient de prouver qu'il conserve toujours la base MAGA, malgré toutes les manœuvres et toutes les fausses accusations lancées contre lui. Ceux qui ne font rien voient l'écriture sur le mur. C'est pourquoi ils s'en prennent à Todd Blanche. Croit-il vraiment que les accusés du 6 janvier
qui ont été condamnés illégalement ne méritent pas d'indemnisation? Les manifestants anti-avortement, les paroissiens catholiques devraient l'être parce qu'ils assistent à une messe en latin. Ou s'agit-il d'une indemnisation pour les victimes de l'aide sociale qui ouvre un dossier de preuve et ce dossier finira par franchir la porte d'entrée du Sénat américain qui a maintenu la Russie en vie bien après qu'il ait été établi qu'il s'agissait d'un canular. Le Sénat est compromis. Trump en paiera le prix à court terme pour s'être attaqué à ses sénateurs. Ils vont désormais faire ouvertement obstruction à son programme, mais il voit déjà au-delà d'eux, vers les élections de mi-mandat, lorsque le peuple américain lui accordera un vote de confiance qui ramènera les mandarins de Washington à la réalité et créera une marge de manœuvre pour la révolution économique de Trump. Et les projets de Kevin Warsh pour la Fed, ainsi que l'action de Scott Bessent au Trésor, montrent qu'il met en œuvre un plan économique qui ne dépend ni de la Fed ni du Congrès. Vendredi également, Kevin Warsh a prêté serment en tant que 17e président de la Réserve fédérale, non pas au bâtiment Eccles, où les récents présidents de la Fed ont prêté serment, mais à la Maison-Blanche, dans la salle Est, devant le juge de la Cour suprême Clarence Thomas, aux côtés du président Donald J. Trump. Voici le président Trump hier. Heureusement, contrairement à certains de ses prédécesseurs, Kevin comprend que lorsque l'économie est en plein essor, c'est une bonne chose. On n'a pas besoin de s'affoler, il suffit de laisser l'économie prospérer. On veut qu'elle prospère, on veut qu'elle atteigne des sommets jamais vus auparavant, car on a des dettes dont on aimerait s'occuper. Et pour y parvenir, il faut de la croissance. On va s'en sortir grâce à la croissance, et très rapidement. Et puis, Kevin est quelqu'un qui me fait une forte impression. Nous ne voulons pas que cela soit bridé. Nous voulons mettre un terme à l'inflation, mais nous ne voulons pas mettre un terme à l'excellence. Et voici Warsh qui évoque ses projets pour la Fed sur Fox. Les baisses de taux d'intérêt constituent la première étape de ce que je dis depuis une décennie. Un changement de régime nécessaire au sein de la Réserve fédérale. Cela signifie un changement de régime dans notre façon d'appréhender l'inflation, de mener notre politique et de communiquer. C'est aussi un changement de régime en termes de supervision et de réglementation des banques. Pour vous donner un petit exemple, la Fed affiche actuellement un bilan de près de 7 000 milliards de dollars. Brett, c'est comme une réserve de liquidité d'urgence pour Wall Street. Eh bien, sans surprise, Wall Street se porte à merveille. Main Street ne s'en sort pas aussi bien. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est réduire la taille du bilan, en coordination avec le Trésor, et baisser les taux d'intérêt pour Main Street. Nous aurons une économie plus forte dans le cadre d'un ensemble complet de réformes à la Fed. Lors de son audition de confirmation au Sénat, Warsh a dévoilé son plan de changement de régime. Il a désigné le bilan de la Fed, son portefeuille de 6 500 milliards de dollars, composé de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires, comme le principal responsable de nos récentes difficultés économiques et de l'inflation. Le nouveau président de la Fed affirme que l'institution qu'il dirige aujourd'hui a passé 15 ans à enrichir Londres, Bruxelles et Wall Street aux dépens des travailleurs américains et qu'il va y mettre un terme. Warsh a décrit une expérience de 40 ans au cours de laquelle la Fed a considérablement élargi son rôle, fait exploser son bilan, pris le contrôle de la supervision bancaire, s'est immiscé dans les questions climatiques et les mandats en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et a imprimé des milliers de milliards pour soutenir les détenteurs d'actifs internationaux, le tout sous le couvert d'une soi-disant indépendance. Cette expérience est terminée. Il propose de réduire le bilan, de réduire la Fed tout en la rendant compétente en matière d'économie, en abandonnant les modèles qui ont, d'une manière ou d'une autre, manqué la plus grande inflation de l'histoire moderne sous Joe Biden.
Il propose également un nouvel accord entre le Trésor et la Fed. Le dernier a été signé en 1951. Il a séparé la Fed du Trésor après la Seconde Guerre mondiale et l'a mise sur sa trajectoire actuelle en tant qu'organisme soi-disant indépendant, coordonnant ses actions avec les banques centrales étrangères, plutôt qu'avec le gouvernement élu aux États-Unis. Mais la réduction de l'influence de la Fed, ce point de contrôle londonien, sur l'économie américaine n'est qu'une partie du problème. L'administration Trump, en collaboration avec le Trésor, met en place un véritable système de crédit américain au sein du pouvoir exécutif, hors du champ de compétences de la Fed ou du Congrès. Quelques exemples au sein du département de la Défense. Le Pentagone a pris une participation privilégiée de 400 millions de dollars dans MP Materials, le seul grand producteur américain de terres rares capable de briser la domination chinoise. Il a pris une participation de 10% dans Trilogy Metals pour développer le projet Upper Québec en Alaska et a conclu un accord d'1 milliard de dollars avec L3 Harris pour garantir la production de moteurs fusées à propergol solide. Au ministère du Commerce, les États-Unis ont pris une participation de 9,9% dans Intel pour 8,9 milliards de dollars afin de garantir la présence permanente d'une fonderie de micropuces américaine sur le sol américain. Et avec le Pentagone, le ministère du Commerce met en place un partenariat de 1,44 milliard de dollars pour le traitement des terres rares avec Vulcan Elements et ReElement, ainsi qu'un prêt de 2,26 milliards de dollars à Lithium Americas pour une participation de 5% et le contrôle de ce qui est le plus grand gisement de lithium connu de l'hémisphère occidental. La mission Genesis du département de l'énergie déploie l'IA dans la fabrication de pointe, les réseaux énergétiques et la physique nucléaire. Vous voyez donc ce qui se passe ici. C'est ce qu'Alexander Hamilton a fait avec la First Bank of the United States en créant du crédit pour construire l'économie du futur. Ainsi, le président regarde déjà au-delà d'un Sénat compromis et prépare les élections de mi-mandat. Mais il utilise également tous les moyens à sa disposition pour relancer l'économie américaine et poursuivre les ennemis de la nation. La dernière arme de l'Empire, ce sont les coupures d'électricité et les opérations psychologiques qui perdurent. Ils ne peuvent pas arrêter ce que Trump est en train de construire, alors ils l'enterrent ou mentent à son sujet. Le réalignement du Trésor et de la Fed, les prises de participation qui reconstruisent l'industrie américaine, les déclassifications et les poursuites judiciaires, le fonds d'indemnisation sociale. Chaque véritable accomplissement de cette administration est réduit à l'invisibilité. Notre travail d'ici aux élections de mi-mandat consiste à briser ce blackout. Vous pouvez aider en faisant un don, en partageant nos vidéos, en mobilisant vos amis et vos voisins. Comme le dit Donald Trump, les mandarins de Washington ne le visent pas lui. Ils vous visent, vous. Ils se contentent de se mettre très audacieusement en travers de leur chemin. Notre Constitution vous donne les clés de l'avenir grâce à votre vote aux élections de mi-mandat. Aidez-nous à les utiliser. C'était votre résumé du samedi. Merci de nous avoir regardés. S'il vous plaît, prenez un moment pour vous abonner à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com.